Dada Dewénodé Béranzi s'installe au palais central du Dahomey. À suivre les temps forts de l'ultime étape qui fait du nouveau souverain le légataire légitime du trône des Rwigbaja. Dans ce journal, nous allons chanter l'aube nouvelle avec deux sachants qui décryptent la valeur mémorielle et patriotique de l'hymne national. En route vers le 1er août, nous revivifions ici des symboles collectifs. Soigner la mémoire, un acte thérapeutique salutaire et utile pour la santé globale. Des spécialistes nous l'apprendront dans un instant, ceux de l'Institut pour la guérison des mémoires, mobilisé à Cotonou. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dada Dewénodé Béranzi, désormais roi plein. Le nouveau souverain du Dahomey a franchi l'ultime étape qui fait de lui le légataire légitime du trône des Rwigbaja. Il s'agit des rituels sacrés qu'il installe au palais central d'Abomey. Dada Dewénodé Béranzi a reçu l'onction du peuple, des princes et notables d'Abomey. Retour sur les temps forts avec Mirabel Akbaki et Judika Elaïna. Les dignitaires de toutes les lignées des Rwigbaja s'accordent avec le roi du Djima, Sa Majesté Dewénodé Béranzi, pour le porter sur le trône d'Abomey. Celui qui aura régné à Djima depuis février prend ainsi possession du palais central d'Abomey, un événement capital dans l'histoire des Rwigbaja-vie. Depuis une bonne décennie, il y a eu beaucoup de conflits au sein de la dynastie Rwigbaja. Et depuis quelques mois, le nouveau roi a été choisi, a été désigné pour précéder aux anciens rois. Le processus que nous avons engagé depuis le décès du roi de feu Kefa, Dada Kefa, ce processus s'est achevé aujourd'hui au palais Wironji, ici où le Dada Dewénodé Béranzi vient de prendre fonction pour assumer le rôle du roi Rwigbaja, fondateur du royaume du Dahomey. Procession à travers la ville, du Djima en passant par la place Goho, le marché Rudroto, le tour de l'arbre Liseti, sacrifice aux ancêtres, toutes ces prescriptions de la tradition respectée donnent au nouveau roi le pouvoir de régner. L'animateur principal de ce palais, c'est un homme sage, humble, un homme de principe, un homme droit, un homme fraternel, un homme solidaire. Très humble. Quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui aime son prochain. À travers cette cérémonie, le roi sacrifie au principe du royaume de Dahomey, qui voudrait que tout roi sacré vienne à Wironji prendre fonction. Plus tard, il fera allégeance et des libations dans les autres palais. Dans quelques jours, le Bénin va célébrer le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Mais symbole du récit national, de l'appel supérieur de la nation, l'hymne national est-il bien possédé par les citoyens dans son sens profond? Avant d'avoir des éclairages de sachants, nous avons testé quelques citoyens à Cotonou. Voici leur réponse dans le sujet de Cécile Gounadon et de Louis Koudobo. Le Bénin n'a jamais été indépendant. Le Bénin n'a jamais été indépendant parce qu'on est toujours sous la domination étrangère. Donc, on ne peut plus parler d'indépendance. Donc, vraiment, moi, je veux même qu'on retire le mot indépendance de la fête d'indépendance parce que c'est du gâchis pour le pays. Enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore. Bon, moi, j'ai pas la merci quand même. Oui, là où on est maintenant, on dirait que nous sommes indépendants. Mais aujourd'hui, là, on n'est pas indépendant au Bénin. Non, selon moi, le Bénin n'est pas indépendant, car depuis 1960, c'est toujours le CFA. Et notre monnaie éco qu'on doit utiliser est en train d'être reportée jusqu'en 2027. Enfant du Bénin debout, la liberté te crie sonore. Nous sommes vraiment indépendants, mais le Bénin est toujours sous domination. Ce qu'ils feront pour la liberté, c'est dans leur main. Vraiment, le Bénin est indépendant. Ah oui, le Bénin est indépendant, oui.
Si nous allons fêter au moins la fête de l'indépendance, ça veut dire que le Bénin est indépendant. Non, nous ne sommes pas indépendants. On a un nom seulement indépendant, mais en réalité, nous dépendons des Blancs. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, et j'entre premier, feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout. Voilà ce que pensent quelques citoyens du sens de l'indépendance du Bénin au bout de l'hymne national, symbole de renaissance, de fierté, de cohésion nationale. L'hymne national du Bénin est classé comme étant l'une des plus belles au monde, héritage de l'accession du Bénin à l'indépendance. L'Aube Nouvelle a traversé les âges et transmet par ses paroles, ses textes, un pan important de notre histoire. Pour Séverin Sédégan, historien, ce chant exécuté lors des grands moments doit interpeller chaque citoyen béninois. Il est au micro de Jennifer Sativi et d'Évariste Zomaron. À la veille de la proclamation officielle de l'indépendance, un certain nombre de personnes avaient été conviées pour, disons, élaborer ce hymne national. Pour des circonstances données, c'est un cri de ralliement. Et souvenez-vous qu'au moment où les délégués de la conférence nationale étaient dans l'expectative, ils ne savaient pas l'issue qui serait réservée aux clauses de cette conférence nationale et que le général Mathieu Kérékou est arrivé pour prononcer son discours proclamant de façon solennelle la souveraineté de cette conférence nationale. Vous avez vu la spontanéité et la ferveur avec lesquelles les délégués à cette conférence nationale ont entonné et chanté l'hymne national. Il va falloir que dans le cadre de l'éducation civique, que les enseignants fassent beaucoup d'efforts pour non seulement faire apprendre l'hymne national aux apprenants, mais que les mots et les expressions très forts qui sont contenus soient mis en exergue et, disons, déclinés en situation d'apprentissage pour, disons, éduquer les apprenants dans ce sens. C'est important. C'est important. Et donc, malgré la solennité qui lui est attribuée, l'Aube Nouvelle, hymne national du Bénin, est de moins en moins appréhendé à sa juste valeur. Alors qu'il a longtemps galvanisé le commun des Béninois, ce chant d'appel du patriote tend à perdre la ferveur qu'il suscitait naguère. Nous avons sollicité une lecture sociologique, celle de Denis Rodonou, ancien journaliste aussi. Jennifer Sativi, Eva Godoupessi, Arnaud Tossel ont rencontré. Enfants du Bénin debout. L'Aube Nouvelle, quand vous parcourez les différents couplets, vous voyez que c'est l'un des chants les plus motivateurs qui puisse exister. Et c'est reconnu de par le monde quand on a classé les hymnes des pays. Le Bénin se classe en de meilleures positions parce que le message contenu dans l'hymne national, non seulement quand vous écoutez le rythme, vous écoutez les paroles, vous voyez que ça vous galvanise et ça vous oriente et ça vous donne un aperçu de réellement la richesse contenue dans le pays, mais la richesse que représentent non seulement nos ancêtres, mais l'individu et ou la terre béninoise. Les gens ne taillent plus d'importance à ça. Parfois, vous voyez les gens chanter l'hymne national, les gens passent tout comme si de rien n'était. Alors qu'en temps normal, quand on chante l'hymne national, tout le monde s'arrête. Parce que c'est un moment de communion, d'ensemble. On dit, comme on le dit, chanter, c'est comme prier. Quand on le dit, quand vous chantez l'hymne national à l'unisson, la parole s'est fait chère, vous manifestez certains désirs. Quand vous savez, vous voyez l'hymne national, quand on le chante en fond, vous voyez l'effet que ça fait quand vous comprenez fond. Quand on le chante bien en français, on sait prononcer les mots, l'effet que ça fait, la compréhension que ça donne, c'est tout autre chose. Sur ça, on peut tirer des leçons pour enseigner la morale, l'éthique, le travail bien fait, le courage et l'abnégation. Pour tout ce qui permet à un enfant de se galvaniser mentalement et de bien faire les choses. On a bien noté que le Denis Rodonou, sociologue qu'on a vu tout à l'heure, est l'homonyme de Denis Rodonou, l'ancien journaliste.
On va parler à présent de l'inauguration de cette centrale solaire voltaïque de 25 MW qu'on avait annoncée hier. Eh bien, assurer l'autosuffisance énergétique avec des infrastructures de production révolutionnaires et de grandes factures, c'est le cheval de bataille du gouvernement de la rupture et cela se traduit dans les actes. Après la centrale thermique de Maria Gleta 1, la première centrale solaire photovoltaïque du Bénin est inaugurée ce mardi à Ilou-Lofin, commune de Pobet. C'est une infrastructure historique qui vient ainsi solutionner plusieurs problèmes en prenant appui sur une ressource naturelle, le soleil. Lénaï Kagwazaou, Bernard Djogbe ont vécu l'événement. C'est une véritable révolution énergétique qui se met ici en branle. Ilou-Lofin, petit village de l'arrondissement d'Issaba, dans la commune de Pobet, est à compter de ce jour le centre névralgique des énergies renouvelables au Bénin. La première centrale solaire photovoltaïque du pays voit ainsi le jour. C'est une infrastructure pharaonique d'une capacité de 25 MW crête qui s'étend sur un domaine de 30 hectares. Plus de 39 milliards de francs CFA sont investis dans la réalisation de ce chef-d'œuvre à l'actif du gouvernement de Patrice Talon. L'objectif global du projet est de contribuer à la croissance économique du Bénin en améliorant les performances de ses opérateurs électriques et la qualité du service électrique fourni dans le respect de l'environnement. Ilou-Lofin jouit d'un ensoleillement naturel exceptionnel, ce qui lui vaut d'abriter l'une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques de la sous-région. Ce joyau, symbole de souveraineté, est la résultante des efforts conjugués du projet Défisol, de la CEB, de la Société béninoise de production d'électricité, du groupement RMT et IFAGE et du ministère de l'Énergie et de plusieurs autres partenaires comme l'Union européenne et l'Agence française de développement. Le rêve précieux du chef de l'État et de son gouvernement est de faire de l'autonomie énergétique une réalité au Bénin. Cette centrale est l'expression réitérée de cet engagement. Elle permet par ailleurs de réaliser un mix énergétique responsable et de lutter contre le chômage. La centrale est extensible jusqu'à 50 MW crête. Allons visiter à présent un lieu où se déploie la créativité béninoise, le village de la mode édition 2022. Point d'attraction à Cotonou, du talent de nos stylistes et autres créateurs de mode, des savoir-faire et doigtés de nos couturiers. Écho des débuts et images inaugurales avec Rodrigue Blondomain et Alexandra Diotan. Une exposition où rivalisent de génies créateurs béninois. D'un stand à un autre, le travail du styliste, la touche de l'accessoiriste, pour ne citer que ceux-ci sont mis en évidence. C'est une innovation du mois de la mode. Le village de la mode a été créé, c'est une innovation, afin que les créateurs puissent rencontrer leur public, qu'ils puissent montrer leur savoir-faire, déployer tout leur talent. C'est un village qui va recevoir aussi des ateliers, des conférences. Il y aura donc des échanges autour de tout ce que peut nous apporter le monde de la mode. C'est super que les Béninois puissent venir découvrir tous ces talents des génies créateurs béninois. Sous cette tente, aménagée dans l'enceinte de l'hôtel Golden Tulip, le textile trône en maître. Il y en a de différents types et pour tous les goûts. Moi, je fais la promotion du pain traditionnel tissé béninois. Voilà, donc notre maison de mode, nous faisons un travail à la chaîne, de la production du pain à la confection des différentes coupes, hommes, femmes, enfants. On a des gens qui sont très courageux, consciencieux, même très innovateurs et qui s'accrochent et qui créent et qui demandent à aller plus loin. S'habiller, je l'ai dit tantôt, ça soigne énormément. Faites massivement le déplacement du côté du Golden Tulip, le diplomate, pour venir voir tous ces merveilles-là que les génies créateurs ont exposées ici. Le village de la mode est ouvert jusqu'au 31 juillet prochain. On prend le rendez-vous. On prend également un autre rendez-vous culturel. Nous vous proposons cette fois-ci un détour au grand festival culturel de Djougou. Un festival qui reprend ses droits après une longue hibernation. La 7e édition, rendez-vous de la reprise, a réuni des curieux de Djougou, mais aussi des communes voisines. Jocelyne Senaron, Abdoulofou Idrissou aussi. Le plus grand festival culturel de la Donga, Sossi Palais, a été une réalité sous les regards de nombreux admirateurs venus de tous les départements du Bénin.
Ce festival est un festival pour nous tous. C'est un festival pour Djougou, c'est un festival pour la Donga, c'est un festival pour la jeunesse béninoise et la jeunesse de tous les septentrions. Ça me fait mal que quand on regarde dans le Bénin, la Donga n'a pas un festival digne de ce nom. C'est tout ça qui m'a amené à créer ce festival du nom de Sosi Pale. Sosi Pale, qui sera vraiment le festival qui va faire parler de la Donga. Ce festival est une occasion pour les fils et filles de la Donga de mettre en valeur leur culture au-delà des frontières. La culture est la lumière du passé dans les mains du présent pour éclairer le futur. Nous devons mettre en valeur ce patrimoine afin que le monde entier puisse nous reconnaître. Les jeunes de Djougou sont sortis nombreux parce qu'ils sont attachés à la culture. Ce festival, c'est pour nous. Et vous avez constaté, je n'ai pas eu tort. Le maire Gomna Malik n'a pas eu tort. Pour une 7e édition riche en couleurs et paillettes, tous les regards sont désormais rivés vers la prochaine édition. Restons toujours dans les terroirs et passons de la culture à l'agriculture de Djougou au Zou. Ça bouge dans les rangs des acteurs de la chaîne professionnelle de la noix palmiste. L'association régionale des revendeurs et transformateurs de noix palmistes du Zou se structure, entité créée pour œuvrer au service du développement intégral de la filière palmier à huile dans le département. Mirabel Akwaki, Judika Elaïna. L'Assemblée générale des commerçants et transformateurs de noix de palmiste se veut être une rencontre d'échange et de réflexion autour des problèmes et défis de la filière. Quelques problèmes qui empêchent l'évolution de notre activité. L'accès libre d'achat des Nigériens sur le marché du département du Zou. La production du produit MAPA comportant du coque et des déchets. La mésentente du prix unique d'achat sur le marché. L'association qui voit le jour vient pour relever ces défis. Elle est composée de 11 membres. Votre choix s'est porté sur ma modeste personne pour diriger notre jeune association. Nous devons ensemble dynamiser la filière et relever les défis indispensables à son développement. Sans union, sans association, vous ne pouvez pas avancer. Je voudrais donc vous inviter, à l'instar des autres associations interprofessionnelles, vous unir davantage. Je voudrais appeler tout le monde à un comportement vertueux, à un comportement responsable pour que votre association puisse grandir. Différentes actions et stratégies qui permettent de contrôler la qualité des noix palmistes et respecter les prix de cession des produits ont été émises. Accéder aux marchés régionaux et internationaux, le rêve des acteurs de la filière palmier à huile dans le département du Zou. Retour dans ce journal sur le symposium dédié à la recherche agricole qui se tient à Cotonou. Une centaine de participants venus d'une trentaine de pays font l'état des lieux de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF a en effet convié les chercheurs autour de techniques et innovations agricoles par la trame de solutions intelligentes face au climat pour la transition des situations d'urgence et post-urgence. Qu'est-ce qui en est sorti? Esquisse de réponse dans ce sujet signé Ghislain Koga, Brice Thibozo. Faire l'état des lieux en matière de recherche agricole, faire le point des acquis de recherche agricole transférables, mettre en réseau des acteurs pouvant générer de nouveaux projets pour pérenniser les acquis. C'est ce qui est attendu de ce symposium qui vient de s'ouvrir. Dans nombre de nos pays en développement, le lien entre la recherche scientifique et le développement agricole est relativement faible. Les effets immédiats pouvant découler de la recherche axée sur l'agriculture sont si difficiles à démontrer parfois que les investissements dans ce domaine sont très faibles et parfois rares. Le lien entre la recherche axée sur l'agriculture et la sécurité alimentaire est avéré. Les institutions de recherche sont amenées au regard de ce lien à s'organiser pour s'adapter à l'amenuisement des ressources et aux transformations rapides dans le domaine
de la recherche agricole. Il me plaît de lancer un appel à toutes les institutions de recherche agricole de l'espace à faire un pas en avant en formalisant davantage les systèmes nationaux de recherche, en faisant reconnaître officiellement les systèmes nationaux de recherche agricole par les gouvernements, les dotés de politiques de recherche scientifique et technologique adossées aux politiques nationales de développement. Ce mécanisme ainsi décrit constitue le socle de la révolution qu'a lancé le gouvernement béninois dans le secteur agricole du pays. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action pour la période 2021-2026, a mis un accent particulier sur la transformation de l'agriculture avec pour socle la génération, la diffusion et l'application des technologies et innovations. Le Bénin est déjà désigné pour abriter en 2024 la 14e session ordinaire du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Pour la préservation de l'environnement, tous engagés, slogan mobilisateur auquel adhère l'UNICEF et l'institution a organisé dans ce sens une activité de reboisement sur la côte de Semekbodji. L'objectif, c'est de donner aux enfants les bons réflexes protecteurs de la nature et de leur environnement. Ceux-ci l'ont bien compris. Vous allez le voir, ils sont tous enjoués à mettre des plants en terre. Rodrigue Ola, Babagbeto, Benjamin Denayon en sont témoins. Sur la plage de Kodji ce matin, il y a les habitués du reboisement. Grâce aux efforts d'aujourd'hui, je suis content qu'on va parvenir à la beauté du site, mais aussi de la beauté de la nature elle-même. Et ceux qui mettent en terre un plant pour la toute première fois. Je suis très contente car j'ai planté un arbre pour la première fois et puis un jour on aura de la nourriture grâce à ce plant. L'UNICEF appelle à la mobilisation tout son personnel et leurs enfants pour la cause verte. Nous devons surtout conscientiser les enfants pour leur faire comprendre qu'il faut qu'on puisse préserver notre planète et qu'ils ont aussi des comportements qu'ils doivent mener en faveur de la protection de la nature. En tout, 468 plants de cocotiers sont mis en terre sur ce site de 3 hectares à raison de 156 par hectare. Le choix de plants de cocotiers n'est pas anodin et leur entretien est garanti. Parole des gardes forestiers. Ce choix, d'abord, c'est dans la logique de la restauration, c'est un plan adapté et l'histoire nous a fait comprendre que depuis toujours, ce sont les plants de cocotiers qui longent la côte. Nous comptons beaucoup plus sur le soutien de la population locale et des enfants pour pouvoir assurer un bon entretien de cette plantation. Par cette activité de reboisement, l'UNICEF entend soutenir le gouvernement dans son programme de verdissement de la côte atlantique, un programme initié en 2021. En plus de planter, les enfants assainissent autour d'eux et portent déjà une espérance noble. Un jour, je serai aussi une gardienne de l'environnement. Voilà qui est très éloquent. Soigner la mémoire pour entretenir une santé globale, c'est l'enjeu au cœur de la première session de formation des facilitateurs de guérison de mémoire pour l'Afrique francophone. À l'initiative, le réseau mondial de guérison de mémoire en collaboration avec l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'atelier de formation réunit à Cotonou plusieurs participants en provenance des pays de l'Afrique francophone. Les précisions avec Christelle Tongodo et puis Louis Koudobo. Oublier les douleurs du passé pour construire l'avenir. C'est le principal enseignement donné par le père Michael Lapsé, fondateur de l'Institut pour la guérison des mémoires. L'idée derrière est d'offrir un cadre de guérison sécurisé à ceux qui portent en eux des traces d'un passé douloureux. Nous vivons dans un monde où beaucoup ont perdu espoir. Nous voyons l'impact du Covid sur l'économie et la perte d'emploi, l'augmentation des actes de terrorisme contre les innocents. Lorsque j'ouvre mon seul œil désormais avec lequel je vois toutes ces personnes issues de différents pays francophones, je dois parfois me pincer et me demander si c'est vraiment réel. Le père Michael Lapsé veut faire rejaillir positivement ses actions en Afrique francophone. Pour y arriver, il fait de la formation des facilitateurs de guérison de mémoire une priorité. L'atelier de guérison des mémoires que vous organisez ce jour offre l'occasion d'explorer
et de reconnaître les blessures émotionnelles que nous portons sur nos plans individuels et collectifs. Nous avons décidé de suggérer à nos formateurs un nom, une figure emblématique de la cause humanitaire pour notre promotion. Et à ce titre, nous avons retenu le patriarche de vénérée mémoire, Feu Monseigneur Desmond Tutu. Plusieurs participants en provenance du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Congo prennent part à cette session de formation du 15 au 25 juillet. Mécénat sanitaire, on en parle avec les centres de santé du Borgo et de la Liborie qui ont reçu des produits contraceptifs et des produits de traitement des infections sexuellement transmissibles. Écho de la cérémonie de remise officielle au centre hospitalier départemental du Borgo avec Enoch Compati, Kadel Capo. Care International, à travers son projet Teddy Joe, renforce les zones sanitaires des départements de la Liborie et du Borgo. Cet appui en kits médicaux vise à améliorer l'offre de soins en matière de santé sexuelle et reproductive au profit des adolescents et jeunes. L'un des objectifs de ce projet, c'est de rendre les services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes accessibles à tous les adolescents et jeunes des zones d'intervention du projet, que sont les communes de Malanville, Karimama dans la Liborie, Niki et Kalale dans le Borgo. Je voudrais remercier de vive voix Care International Bénin Togo. Ce remerciement est davantage celui du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, et à travers lui, tout le gouvernement du Bénin. Ce grand geste est une contribution importante dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et en ce qui concerne le secteur de la santé. Je voudrais enfin rassurer que ces dotations seront utilisées à bon escient au profit des cibles du projet, que compte rendu sera fait à qui de droit. Nous sommes conscients que cela ne couvre pas à 100% tous les besoins, mais nous espérons que cela contribuera, n'est-ce pas, à améliorer la santé des populations bénéficiaires, surtout les jeunes. Nous avons confiance, vu tout le travail que nous avons fait ensemble jusqu'en ce moment, que ces produits vont être utilisés en bon escient et que cela va nous permettre ensemble d'atteindre les objectifs de ce projet. Mis en œuvre en avril 2021, le projet Teddy Joe a impacté à ce jour 14 500 bénéficiaires directs et 112 400 indirects dans les départements de la Liborie et du Borgo. La Croix-Rouge en quête de renfort pour pouvoir bien mener ses missions. En témoigne cette formation organisée par la Croix-Rouge du Bénin au profit de jeunes volontaires. La formation porte sur la gestion et la préparation des crises dans le Septentrion et est organisée avec l'appui des partenaires de la Croix-Rouge. Les détails dans ce reportage. La gestion et préparation des périodes de crise reste une priorité pour la Croix-Rouge béninoise qui forme les jeunes volontaires des communes de Tonguieta, Materi et Kobli. Celle-ci vient répondre à un besoin spécifique considérant le contexte actuel de menace des groupes armés non étatiques dans le département de l'Atakura, notamment dans les communes de Tonguieta, Materi et Kobli. La communication des risques et l'engagement communautaire, l'accès plus sûr, la sécurité et la sûreté, l'appui psychosocial, le leadership et les premiers secours. C'est une formation de taille. C'est une formation où vous devez vraiment prêter toutes les attentions afin que vous soyez un porte-parole valable sur le terrain. Parce que le volontaire, tel que ça a été défini, c'est celui-là qui prend une partie de son temps pour être au service des autres sans rien attendre en retour, sans distinction de race, de religion et d'appartenance politique. Le mouvement de la Croix-Rouge, qui est un mouvement neutre et impartial, parce qu'il faut que les communautés puissent être conscientes de cela, afin que la Croix-Rouge béninoise puisse continuer à mener ses actions, quel que soit le contexte. Dans cette formation, il est prévu un recyclage en secourisme. C'est tout ce package-là qui sera donné aux volontaires afin qu'ils soient réellement outillés pour pouvoir faire face à toutes les situations qui pourraient venir. La Croix-Rouge béninoise bénéficie de l'appui de ses différents partenaires afin de mieux servir et répondre aux difficultés des populations sur les terrains.
C'est sur ce sujet que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué. Bonsoir chez vous.